Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va aborder les mots-clés. Donc c'est une vidéo qui va faire partie d'une série qui abordera les différents mots-clés qu'on peut trouver dans le jeu, puisque dans les précédentes vidéos, on a vu comment jouer, quelles sont les différentes couleurs de cartes, quels sont les différents types de cartes, comment se gère un tour, comment se gère un combat. Vous avez maintenant toutes les armes pour faire des parties et en revanche, vous avez beaucoup de texte sur les cartes, notamment des mots-clés. Ces mots-clés, on les reconnaît parce que ce sont des encadrés de couleurs dans lesquels vous avez un petit texte en blanc. Et même si vous avez les explications de ces mots-clés dans le livret de règles, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant d'avoir les explications de ceux-ci de manière un petit peu plus ludique et un petit peu plus thématique. En l'occurrence, cette première série de vidéos va parler des mots-clés et celle-ci parlera des mots-clés d'attaque. Alors on commence par le mot-clé frappe, qui se trouve au point de règle 10-7. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Frappe, c'est une capacité clé permanent, qui dit si cette carte inflige des dégâts en attaquant, elle inflige X dégâts à la place. Donc, sachant que X va dépendre de si on parle d'une double frappe, d'une triple frappe ou d'une quadruple frappe. Ici, on a notre Gogeta SS3, donc, qui est venu nous rendre visite parce qu'il s'est pris un petit uppercut à la dernière banlist et il avait envie de venir nous dire bonjour. Donc il nous intéresse surtout parce qu'il a la capacité double frappe qu'on peut voir inscrite à côté de l'autre mot-clé qui est unique. Gogeta va s'engager et va rentrer en combat avec un leader ou un unisson. Pour les double frappes, triple frappe et quadruple frappe, on ne va pas aborder le cas de figure d'une attaque contre une battle, contre une carte de combat, puisque ça n'a aucune incidence sur l'issue du combat. Lorsqu'on remporte un combat face à une battle avec la capacité double frappe, triple frappe ou quadruple frappe, ça ne change absolument rien à l'issue du combat, ni à ce qui se passe. La carte battue va en zone de dispersion, et c'est tout. Donc, on a attaqué notre leader adverse avec double frappe, il nous a pas contré, on a remporté le combat, et donc au moment de l'étape des dégâts, on va pas lui prendre un point de vie qu'il va pouvoir rajouter dans sa main, mais on va lui infliger 2 dégâts, donc c'est 2 cartes de sa zone de points de vie qu'il va devoir rajouter à sa main. Si jamais c'est un unisson qui était la cible de notre attaque et qu'on a remporté le combat face à l'unisson, c'est 2 marqueurs qu'on va retirer de cet unisson à la place. Pour la capacité triple frappe, vous l'aurez compris, ça va se passer exactement de la même manière. J'engage le combat, il n'est pas contré, je remporte mon combat face au leader adverse. Au moment de l'étape des dégâts, c'est 3 dégâts que je vais infliger, donc 3 cartes de la zone de points de vie de mon adversaire qui vont aller dans sa main. Et si c'est un unisson qui a été vaincu, on retirera 3 marqueurs de cet unisson. Pour finir, quadruple frappe. Il ne faut pas sortir le Saint-Cyr pour savoir comment ça va se passer pour quadruple frappe. 4 points de vie de la zone de points de vie de son adversaire dans sa main. Donc là, pour le coup, 4 sur 8, ça commence à faire beaucoup quand ça touche. Et 4 marqueurs retirés d'un unisson adverse s'il est touché avec une attaque quadruple frappe. On a une autre frappe qui est intéressante à aborder ici, c'est frappe de la victoire, point de règle 10-22. Donc frappe de la victoire, c'est une capacité clé permanente avec... Lorsque cette carte inflige des dégâts à votre adversaire en attaquant, vous remportez la partie. Alors, pareil, pas d'incidence si on attaque une battle. Si on attaque un unisson avec ici notre ami Sangoku accompagné de Vegeta, paroxysme de la puissance, donc la carte Apex, une SCR extrêmement puissante qui fait partie notamment du deck invoqueur, la carte va engager l'unisson adverse en combat, elle va gagner son combat, on va retirer l'ensemble des marqueurs de l'unisson adverse lorsque le combat est terminé, au moment de l'étape des dégâts. Donc là, ça veut dire que votre adversaire est 2 marqueurs ou 684 sur son unisson, tout dégage. Et si vous avez eu la bonne idée d'attaquer le leader adverse, que l'attaque n'est pas contrée et que vous remportez le combat, et bien là, au moment de la résolution des dégâts, comme vous l'avez lu, vous éclatez votre adversaire, tous ses points de vie disparaissent, vous l'atomisez, et là c'est une victoire sans concession qui s'offre à vous. Bravo, bien joué. Les attaques à répétition maintenant, donc ça va parler de 2 mots-clés qui sont réplique et tri-offensive. Le point de règle, c'est le 10-8 dans le livret de règles, et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'une attaque à répétition, c'est une capacité clé auto, donc à la différence des capacités qu'on vient de voir jusqu'à présent, avec, quand cette carte attaque, passez-la en mode action à la fin du combat. Je vais m'arrêter là pour la lecture,
et on va expliquer directement avec des exemples. On a notre carte ici qui est Trunks puissance suprême, qui a la capacité, on peut le voir, réplique et la capacité également bloqueur. Bloqueur, on l'abordera dans la vidéo dédiée aux mots-clés de défense, mais on peut à peu près comprendre de quoi il s'agit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, réplique? Ça veut dire que notre Trunks ici, on va pouvoir attaquer n'importe quoi, un leader, une battle adverse, un unisson, peu importe. Et à partir du moment où on a incliné notre personnage et qu'on a déclaré une attaque, peu importe que l'attaque soit contrée ou non, vous l'aurez compris, c'est un auto qui va se mettre en attente au moment où la carte attaque. Ça veut dire que même si l'attaque est contrée ou si l'attaque donne la victoire à l'attaquant ou la victoire au défenseur, peu importe, à la fin du combat dans lequel le Trunks a été engagé, il va pouvoir redresser sa carte comme le lui permet le mot-clé réplique. Redresser sa carte, qu'est-ce que ça peut permettre de faire? Eh ben, ça peut permettre éventuellement de rester en mode action pour éviter que l'adversaire ne nous attaque au prochain tour. On a fait une attaque et puis on reste safe, parce que souvent attaquer avec une battle, ça veut dire aussi qu'au prochain tour, notre adversaire va pouvoir essayer de nous gérer cette carte de combat. Donc là, on se la met à l'abri, ou alors on va pouvoir évidemment, le plus logique qu'on va imaginer dans le cadre d'une réplique, réattaquer une deuxième fois pour augmenter l'aggro, essayer de gérer deux battles, de gérer pourquoi pas deux marqueurs de l'unisson adverse, ou de mettre de la pression sur le leader adverse. Et donc une fois qu'on est sur cette deuxième action de combat, là évidemment ça va se passer comme d'habitude. On a utilisé la capacité réplique, donc on va pas la redresser à la fin de ce combat là, et elle va rester en mode inertie comme si c'était sa première attaque. Il peut y avoir un autre intérêt également, c'est pour ça que j'ai pris cette carte en exemple, ça va être si notre carte a la capacité également bloqueur. Donc là, elle va rajouter un avantage à rester en mode action à l'issue du premier combat. Donc là, on engage un combat, peu importe son issue, on redresse Trunks, et à ce moment-là, on ne va pas relancer une nouvelle attaque. On va le laisser en mode action. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre, lors du tour adverse, d'avoir un bloqueur à disposition. Il faut savoir que la capacité bloqueur, elle va se déclencher, on pourra l'utiliser que si on a la carte en mode action. Donc on va pouvoir avoir une première attaque à 19k, et puis au tour adverse, pouvoir bloquer une attaque avec 19 000 de défense, soit pour défendre un unisson, soit pour défendre un leader ou une battle. Dans tous les cas, une solution de défense très intéressante, en plus de ce tour dans lequel on a déjà attaqué avec lui. La capacité tri-offensive, ça va exactement être la même chose que réplique, sauf qu'on va pouvoir rajouter, encore une fois supplémentaire, la capacité de se redresser. Donc aussi, ici on a Vados puissance réunie, tri-offensive, elle nous attaque avec 20 000, donc là elle se met en inertie, encore une fois, qu'elle se fasse contrer, pas contrer, peu importe. À la fin du combat qu'elle vient d'engager, son auto se résout, elle peut se redresser, donc ça fait une première fois, elle peut réengager une attaque, donc deuxième attaque, même chose, peu importe comment se passe le combat, à l'issue de ce combat, elle peut se redresser à nouveau, donc ça c'était sa capacité tri-offensive. Donc là, ça y est, elle a utilisé sa capacité tri-offensive, et là, à ce stade-là, soit elle peut rester en mode action pour être safe pour le prochain tour et pas être la cible d'une attaque adverse, soit elle va pouvoir continuer son mode aggro et attaquer une troisième fois, le leader pour mettre la pression, l'unisson pour aller taper dans ses marqueurs, les battles pour faire du ménage, ou alors tout simplement avoir une cible différente à chaque fois, ça peu importe, en tout cas c'est comme vous aviez la possibilité de lancer 3 attaques si vous le souhaitez. On va parler de la capacité coup critique, capacité, donc un mot-clé d'attaque qui est écrit dans le point de règle 10-6. Donc qu'est-ce que ça nous dit ? Coup critique, c'est une capacité clé permanente avec, quand cette carte inflige des dégâts à votre adversaire en attaquant, ce dernier place autant de cartes de points de vie dans sa zone de dispersion à la place de sa main. Concrètement, coup critique, ça ne va avoir d'incidence que si vous attaquez et que vous remportez le combat face à un leader. Coup critique face à une battle ou face à un unisson n'a absolument aucune valeur ajoutée. C'est une carte absolument standard qui aura les mêmes effets, mais il n'y aura pas de bonus par le mot-clé coup critique. Le seul avantage, c'est si on attaque un leader. Donc coup critique, j'attaque le leader adverse et je remporte mon combat. Au lieu
que mon adversaire prenne une carte de ses points de vie et la rajoute à sa main, ce qui est toujours un petit peu embêtant parce que même s'il perd un point de vie, il gagne une ressource en main, et bien là, il va la mettre directement dans sa zone de dispersion, face visible, ce qui va avoir le double effet qui se coule pour vous, c'est-à-dire vous avez infligé un dégât et vous n'avez pas fait de carte advantage à votre adversaire, c'est-à-dire qu'en gros, il ne va pas grossir la taille de sa main. Voilà, j'espère que toutes ces explications vous ont permis d'y voir un petit peu plus clair sur les mots-clés d'attaque. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous voulez être au courant des nouveautés et des parutions de nouvelles vidéos. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça permet de savoir que ce qu'on a fait, ça a été utile ou en tout cas vous trouvez ça qualitatif. Et puis n'hésitez pas également à rejoindre la communauté sur le groupe Facebook dédié, Dragon Ball Card Game, premier groupe français, où vous allez voir une communauté qui est assez bienveillante et qui va dans tous les cas toujours vous apporter des réponses à vos questions et vous permettre de progresser beaucoup plus vite. On se retrouve très vite pour la future vidéo qui sera cette fois-ci consacrée aux mots-clés de défense. D'ici là, bon jeu, ciao ciao et à bientôt.